Bienvenue à Ça, c'est wow. Des fois, c'est wow, des fois, c'est pas wow. La santé mentale, quand ça va bien, c'est wow. Quand ça va pas bien, c'est pas wow. J'ai avec moi aujourd'hui Jacques Coderre-Larreault. Je vais lire qu'est-ce qui est écrit sur son LinkedIn. Depuis les 20 dernières années, il a cumulé des rôles conseils en ressources humaines et des rôles de gestion. Jacques a également soutenu le développement de plusieurs centaines de gestionnaires à titre de formateur coach et animé plus de 3000 formations. Moi, je l'ai découvert justement dans une formation et c'est un formateur hyper talentueux. C'est un excellent vulgarisateur. Je suis vraiment très contente de vous le présenter aujourd'hui. C'est un homme multifacette avec une superbe sensibilité, une intelligence, en fait, sensible, que je nommerais. Donc voilà, sans plus tarder, entrons dans le beau sujet de la santé mentale au travail avec Jacques Coderre-Larreault. Vous aimez, vous sentez que l'épisode pourrait plaire ou aider quelqu'un ou une entreprise? Partagez. Je suis très, très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Fait qu'on se commence tout ça. Oui, allons-y. Je pense que ton cadrage, il est parfait. T'es parfait. Ah ouais, ça, je sais pas, mais... OK. Fait que là, on va essayer de faire ça en 45 minutes. Allons-y. T'es prête? Fait que là, tout de suite, tac-tac, micro chaud. Ouais, c'est cool. Une habitude bizarre que tu as. Une habitude bizarre que j'ai, je me brosse les dents des fois avec du bicarbonate de soude puis du peroxyde pour les blanchir. Ah! C'est une bonne idée, ça. C'est bizarre ou c'est plus santé que bizarre, non? Je sais pas, mais en même temps, une autre habitude bizarre, supposons, une habitude bizarre que je pourrais avoir. Ben, elle était bonne, celle que t'as donnée. Ah, des fois, je porte des kilts. Ah, c'est bien cool. Ça, c'est cool. Nice. Est-ce que une chose que tu fais mais que tu ne dis jamais? Une chose que je fais mais que je dis jamais. Qu'est-ce que je fais puis que je dis jamais? Ou que j'ai jamais dit encore, mais que c'est juste que pas ça veut dire. Ouais, puis que ça a juste pas à donner. Je me suis déjà amusé à mesurer mes ondes de cerveau avec un bandeau. Ah, ouais. Comment tu fais? Ben, il y a des bandeaux qui sont faits pour ça, dans le fond, là, qui aident à méditer, qui aident à réfléchir. Ah, oui. Puis, à un moment donné, je voulais comprendre un peu quand on réfléchit, quand on dort, un peu au-delà des théories, là, voir un peu qu'est-ce que ça a de l'air, qu'est-ce qu'on réussit à faire avec ça. Puis, en fonction de l'état, quand je me sens d'une certaine façon, concrètement, c'est quoi que ça fait? Comme on... Ouais, c'est ça, exact. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai fait des tests avec moi-même. Fait que ça, c'est une affaire que j'ai jamais vraiment dit. Moi, je pense que t'aimes beaucoup apprendre, oui, honnêtement. Énormément. Depuis tantôt, là, les gens ne savent pas, mais on a plein de discussions, puis c'est comme un feu roulant de sujet. Autre micro-show, une série que t'as binge-watché en cachette. En cachette, binge-watcher. Tu binge-watches-tu? Rarement. Je te dirais les séries médiévales. Fait Games of Thrones, The Witcher et compagnie. Là, ça, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Mais on fait pas vraiment en cachette. C'est tellement bon. Là. Ouais, mais je suis tout seul chez nous à le faire. Parce que les autres n'aiment pas tant ça. Là, depuis les enfants vieillis, c'est un peu moins pire, mais quand même. Nice. Et si tu pouvais vivre dans un film, ce serait lequel? Si je pouvais vivre dans un film. Game of Thrones. Ouais, peut-être. Le Seigneur des Anneaux. Ah, wow! Tu serais quel personnage? Je ne sais pas. Peut-être pas si noble. Je te pose la question, puis je les connais même pas, à part Frodo. Je te dirais au rang, peut-être un cavalier. Ah, ouais, ça te va bien. Ouais, ça te va bien. Ouais, ou même dans une autre époque, je te mettrais samouraï. Ouais, ça serait pas fou en considérant que j'ai quand même le pli de faire des arts martiaux depuis que j'ai 12 ans. Ah bon, mais tu vois, je sors pas ça de nulle part. Non, je pense que j'ai des dons. Et une dernière question, ton wow personnel de la semaine. Mon wow personnel de la semaine. Tantôt, juste avant de se rencontrer, j'ai eu un appel de quelqu'un qui se posait des questions par rapport à l'orientation. Puis la personne, par rapport à un choix en particulier là, d'une embauche. Ah, OK. Puis étrangement, dans le fond, elle hésitait entre quelqu'un qui lui ressemble parce qu'elle se voyait dedans ou un choix rationnel. Puis la personne, avec beaucoup, beaucoup d'humilité puis de bonheur, tu sais, quand j'ai dit... J'ai vu, puis c'est pour ça que je disais wow, là, j'ai vu toute la maturité aussi au travers de la personne qui se posait la question quand j'y ai fait le reflet.
de la situation, qui disait, c'est fou comment, tu sais, dans le fond, je voulais te téléphoner pour avoir ton idée, mais je savais très bien que tu me dirais exactement qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, quand je vois des gens avec beaucoup, beaucoup de maturité qui sont capables de prendre un peu le reflet des choses, là, j'adore ça. C'est vrai que c'est wow. C'est vrai que c'est wow, parce que quand quelqu'un vient nous voir, puis que ça donne comme rien, c'est comme... C'est ça, exact. All right. Alors aujourd'hui, bravo, tu as survécu au micro-show. Ouais. Est-ce que tu te sens prêt à rentrer dans le vif du sujet? Allons-y. Qui est la santé mentale. Oui, exact. Dans le milieu du travail. Oui. Puis vraiment, je te remercie, je te le dis encore, là, je suis vraiment très, très touchée que tu sois avec moi aujourd'hui. Et j'aimerais ça, avec toi, qu'on découvre... Parce que, je vais le dire, là, je t'ai découvert parce que tu donnais des cyberateliers dans mon entreprise où je travaille. Ouais. Et je te trouve fabuleux et excellent vulgarisateur. Et dans le fond, c'est quoi... pourquoi c'est crucial à notre époque de parler de santé mentale au travail, tu penses? Est-ce qu'il y a de plus en plus de cas? Ben oui, statistiquement, on est capable de trouver cette information-là. Je sais pas si, dans la question, pourquoi c'est crucial à notre époque, je sais pas si c'est pas un peu biaisé. C'est-à-dire que je pense que ça a toujours été important. Ouais. C'est juste qu'avant, dans le fond, on y réfléchissait peut-être moins. J'ai le goût de penser, parce on le sait depuis longtemps, en fait, que c'est en train de s'en aller dans un sens, là, puis que la détresse dans la population est en train d'augmenter, parce que à l'époque, là, je recule en 2010, l'OMS avait déclaré qu'en 2020, les troubles de santé mentale étaient pour dépasser les problématiques du cœur. Et en ce qui a trait, ben oui, c'est rendu là. En ce qui a trait aux arrêts, maladies, puis aux causes d'invalidité au monde. Wow. On savait déjà en 2010 que c'était pour arriver. Là, évidemment, il y a eu la pandémie, il s'est passé toutes sortes de choses, puis ça a augmenté. Des accélérateurs. Ben oui, exact. Mais d'aussi longtemps que je me souvienne, en fait, je pense que la santé mentale, c'est important pour être capable de s'assurer de fonctionner. Parce qu'un des axes qu'on va retrouver, puis on en reparlera peut-être plus tard, là, mais c'est que quand on est en bonne santé mentale, on est capable de fonctionner. C'est pas mal un des principaux moteurs, là, d'avoir son équilibre, total, mental et physique. Et aussi, prochaine question, c'est quoi un bon boss? C'est quoi? Ça, c'est une question terrible. Tu trouves? Oui, parce que, tu sais, il y a tellement de perceptions, il y a tellement de théories, d'éléments différents, puis on entend parler de leadership, puis de bienveillance, puis de toutes sortes d'affaires, tu sais. Je te dirais, mon chemin à moi m'a amené dans un endroit qui est peut-être un peu différent, en fait. Je vois là, je vais dire un gestionnaire, un boss. Je le vois comme quelqu'un, en fait, qui gère un environnement. Pas nécessairement quelqu'un qui gère des gens. Mais il y a une raison pour laquelle je te dis ça, c'est que on oublie, puis on a cette tendance dans les milieux de travail à vouloir mettre la responsabilité de notre vie entre les mains d'une organisation ou d'une autre personne. Alors qu'on est tous responsables de ce qu'on vit et de ce qu'on fait. Mm-hmm. Et l'important, c'est que l'environnement nous permette de s'améliorer, de s'épanouir, de se replacer si on a besoin. Ouais. Fait que je pense que si l'environnement est géré de manière adéquate, ce que ça fait, c'est que ça nous donne l'espace pour être capable de s'épanouir, de se replacer, de s'améliorer, et ainsi de suite. Fait que je pense qu'un bon boss, c'est quelqu'un qui gère l'environnement. Et qui le gère avec ouverture, avec empathie, avec... pour créer de l'espace. Un balai? Non, mais c'est parce que quand on a de l'espace pour fonctionner, pour exister, normalement, le reste prend sa forme. Fait que c'est sûr que d'avoir de l'ouverture, ça crée de l'espace. Avoir de l'empathie, ça permet de se sentir compris. Être inclusif et non directif. Être inclusif, ça crée de l'espace. De responsabiliser ses employés. Là, on est dans la direction. Là, dans le fond, c'est qu'ultimement, j'ai un rôle à jouer dans l'organisation. Puis, à partir du moment où la situation est gérée pour que je sois capable de jouer mon rôle, c'est sûr qu'il faut que je sache ce qui est attendu de moi. Fait que d'avoir les orientations, je pense que c'est nécessaire, que ce soit clair, d'avoir les balises. Maintenant, toutes ces histoires de considération, bienveillance, c'est une façon pour moi, dans le fond, d'aider la personne à savoir qu'elle a le droit d'exister dans l'environnement. Mais je veux aussi faire attention parce que des fois, on a tendance à empiéter sur ça en disant « Ouais, mais j'ai l'impression que je peux pas exister. Ouais, mais t'es ici pour faire un travail. »
Puis là, à la fin, dans le fond, on se départit de la responsabilité qu'on a ou des choix qu'on fait sur le dos de l'organisation devrait prendre soin de moi. Non, c'est toi qui devrais prendre soin de toi, puis l'organisation ne devrait pas nuire au fait que tu es capable de prendre soin de toi. Ah, très belle nuance. J'adore ça. Puis toi, tu m'avais parlé, là, parce que là, j'ai vu aussi, tu parlais de... voyons, premier répondant en soins. Oui, les premiers soins en santé mentaux. Ça, je sais pas pourquoi, mais ça résonne comme de quoi qui me fait vraiment triper. Ouais. C'est comme une notion de premier répondant, genre. Exact. J'adore ça. Ouais. Il y a, en fait, il faut dire que ça fait quelques années que ça se trame. Okay. Là, je vais dire ça comme ça. Les premiers programmes de son ont commencé il y a déjà peut-être un peu plus qu'une dizaine d'années. Là. Maintenant, ils ont évolué au travers le temps. Là, je recule dans le temps en 2013. L'OMS a sorti 13 critères en 2013. Ça fait déjà un bout de temps là, pour aider à aborder les risques psychosociaux dans les organisations. On parle de l'OMS. C'est quoi l'OMS? L'Organisation mondiale de la santé. Okay. Ils en ont fait une norme ISO. Au Canada, la Commission de la santé mentale du Canada a récupéré les 13 critères puis ils en ont fait une norme CSA. Okay. Et de là, après ça, a décliné toutes sortes de programmes avec des initiatives en santé mentale, dont, entre autres, l'émergence des programmes qu'on va dire de PSSM, de premiers soins en santé mentaux. Et là, qui se sont étendus un peu au travers le déploiement. Puis aujourd'hui, ben là, c'est de plus en plus connu. Puis aussi avec le virage en santé-sécurité au Québec qui est venu inclure la santé mentale, ça devient encore plus spécifique, là, je dirais. Ouais. Fait que maintenant, tu sais, juste pour être capable de se positionner en premiers soins en santé mentale, on est vraiment dans la même perspective que des premiers soins en santé physique. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui est en détresse, essentiellement qui est blessé, qui vit quelque chose. Et la job, essentiellement, c'est de prendre la personne et là, de juste venir... penser les blessures superficielles et de la diriger vers le bon professionnel. Exact. Fait que là, dans le fond, en premier soin, je vais faire quoi? Je vais mettre un pansement, je vais empêcher que ça saigne. Ben, en premier soin en santé mentale, on fait la même chose, puis après ça, on l'oriente. Est-ce qu'un boss devrait être premier répondant? Est-ce qu'un boss a besoin d'être la personne qui est dans le premier soin en santé physique? Ben, on a des secouristes à job, là. Ça prend des gens qui sont prêts à faire le travail puis qui sont prêts à faire face à quelqu'un qui est en détresse. Fait que ce serait des délégués sociaux? Ça peut être n'importe qui, en fait. Ça peut être un patron, mais c'est pas obligé d'être le patron. Ça peut être quelqu'un en santé-sécurité, en ressources humaines, ça peut être un délégué social, ça peut être un autre employé. C'est une personne de référence qui est prête à faire le travail de premiers soins. Fait que ça pourrait être un collègue. Ça peut être n'importe qui. Ultimement, ça peut être quelqu'un sur la rue. Là. N'importe qui a le courage de demander comment ça va. Es-tu correct? Ou qui est prêt à intervenir quand il voit que quelqu'un va pas bien. Au même titre que quelqu'un en premier soin qui est formé, voit quelqu'un qui est blessé, qui s'est foulé une cheville, qui saigne, va aller voir la personne spontanément pour essayer de faire le bout de travail qui lui appartient en attendant les ambulanciers. J'adore ça. C'est vraiment la même référence. Fait que ça prend une personne qui a à cœur les autres puis qui est prête à intervenir à des moments où des fois les autres ne savent pas quoi faire. Ouais. C'est ça aussi, je me demandais, tu sais, comme patron, tu sais, jusqu'à quel point tu peux intervenir, ben pas intervenir avec un employé, mais tu sais, c'est tout le temps délicat comme entre employeur et employé dans les... Tu sais, tu peux pas vraiment rentrer non plus dans le personnel, puis c'est très... Tu sais, quelqu'un qui va vraiment pas bien à job, là... Ouais. J'aimerais sortir un peu de ça parce que... Pour moi, c'est vraiment pas si compliqué. Puis en fait, quand je me place d'une perspective de gestionnaire ou d'employeur, pour moi, en fait, tu as l'obligation d'aller voir si quelqu'un va pas bien. Puis c'est pas une question de malaise ou pas. Je te ferai le comparatif suivant. Tu verrais comme gestionnaire un de tes employés boiter. Tu es obligé d'aller le voir et dire ça va-tu, es-tu correct pour faire ta journée? Tu sais, parce que ultimement, tu as la responsabilité de t'assurer qu'il ne s'aggrave pas dans le milieu de travail. Que l'environnement ne nuit pas à sa condition, mais qu'il y a de l'espace pour se replacer, mais qu'il y a de la considération qui est placée pour que la personne fasse ses affaires. Puis y a-tu une limite jusqu'où tu peux aller dans le questionnement, genre? Y a-tu comme... La limite de ce que la personne accepte de te répondre, mais c'est aussi vrai en santé physique. C'est-à-dire que quelqu'un qui boite, il n'est pas obligé de te raconter qu'est-ce qui s'est passé. Mais il est obligé de te dire, oui, je vais être correct pour faire mon travail, ou non, j'ai besoin de, ou je suis pas sûr. Il est obligé de te donner une forme de réponse, mais il n'est pas obligé de te dire d'où ça vient, comment il s'est blessé. Fait que c'est un peu la même chose. Et il faut que ce soit aussi simple que ça, en fait. C'est que quand on voit quelqu'un qui est distrait, qui vit de la détresse, qui est pas bien, ben va le voir. Ça va-tu? Je constate que, 2 points. Tu sais, ça fait 2 jours que tu es arrivé en retard, c'est pas dans tes habitudes. Tu sais, je vois que tu es plus morose, puis là, je te parle, puis tu sais, je vois que tu n'as pas l'air affilé. Peut-être que c'est une impression. Qu'est-ce qui se passe? Y a-tu quelque chose que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu sais, il faut que ce soit aussi simple que ça, là.
Ouais, Après ça, la personne me parle ou pas, mais ça me parle pas, je vais le respecter. Mais si je vois, j'ai comme l'obligation de m'assurer que l'environnement de travail aggrave pas le contexte de la personne, la condition de la personne. Ouais. Fait que j'ai comme pas le choix d'être vigilant, dans le fond, là. Ouais. Tu sais, Ouais. fait que sur cette base-là, c'est pas vraiment plus compliqué que la santé physique. Fait que, puis l'autre chose aussi qu'on voit, tu sais, quand on dit, ben oui, mais il y a un malaise, là, c'est la vie personnelle. Moi, j'aimerais ça qu'on se désensibilise à propos d'une chose en particulier. Si tu t'en rends compte, c'est plus privé. Hey, j'adore ça. J'adore ça. Ça se peut que ce soit encore personnel, mais c'est plus privé. Ah, j'aime cette notion-là. Tu t'en rends compte. La vie privée de quelqu'un, c'est ce qui paraît pas. Fait que si la personne... Si ça paraît, c'est plus privé. Ça se peut que ce soit encore personnel, mais c'est plus privé. Puis là, les signes que quelqu'un va pas bien en dehors de elle se présente pas au travail ou elle pleure, là. Ouais. Il y en a-tu comme des gros signes à part le... Oui, je vais... En santé mentale en milieu de travail, une des choses que je fais depuis 15 ans, là, je me suis doté d'un espèce de canevas, d'un axe. Là. Je te dirais, il y a trois affaires que je vais regarder. La capacité à fonctionner. C'est-à-dire qu'un être humain qui va bien, capable de fonctionner, de s'investir dans sa vie, de travailler, faire son bénévolat, arriver à l'heure, rendre des projets, faire ses hobbies, faire ses loisirs, se faire à manger, il est capable de fonctionner. Il fait ses choses. Quand la capacité à fonctionner d'une personne commence à être altérée, commence à démontrer des problèmes de qualité, d'assiduité, alors que c'était pas le cas avant, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, je sais pas quoi. Désorganisation. Ben oui, mais on est vraiment purement dans le fonctionnement de la personne. La personne a fonctionné, elle fonctionne moins bien. Il y a une raison. Je sais pas laquelle, mais il y en a une. Fait que ça, c'est le premier. Le deuxième, la capacité d'être en relation. Je sais qu'un être humain va bien quand il est capable d'entrer en relation, entretenir des relations d'une manière saine. À partir du moment où la personne n'est plus capable d'entrer en relation ou d'entretenir des relations, il commence à avoir un enjeu. Tu veux dire comme tu verrais au travail, mettons. S'isoler, pogner les nerfs alors qu'il ne faisait pas, mal réagir à un commentaire alors qu'il y a un mois, le même commentaire, la personne n'aurait pas réagi. Elle commence à avoir des difficultés en relation. Fait que là, ce que ça fait, c'est que si on n'a pas de latitude, si on n'a pas de lousse pour réagir en relation, ça veut dire que je vis quelque chose, il se passe quelque chose. Puis le dernier morceau, c'est le sens. Quand les affaires autour de nous font plus de sens, c'est parce que je vais moins bien. Ouais, ça, c'est grave. Ça, c'est urgent, non? Sans dire que c'est urgent, des fois, ça peut être la première chose qui débarque, puis les deux autres n'ont pas débarqué encore. Puis des fois, on va le voir quand, exemple, supposons le travail de la personne, pour elle, fait plus de sens dans sa vie. C'est plus en phase. Fait que c'est bâclé, genre? Pas nécessairement, mais c'est comme si la personne devient un peu plus nonchalante, un peu plus morose. Ce qui lui est demandé pour elle, ça fait pas de sens. Il manque de reconnaissance, supposons. Ce genre de choses-là, des fois, on va voir le sens débarquer. Maintenant, quand je prends ces trois éléments-là, tous les diagnostics presque, là je vais dire courant, là, parce que je veux faire attention, mais la majorité des diagnostics qu'on va trouver, en fait, dans le DSM vont correspondre à ces axes-là. Quand on regarde la dépression, ça l'affecte les trois. L'anxiété, ça l'affecte les trois. Le trouble d'adaptation, ça l'affecte les trois. Tu sais, il y a des choses qui sont très, très courantes qu'on regarde. La personne commence à avoir des difficultés à fonctionner, à être en relation, ou le sens des choses commence à débarquer. Fait que j'ai pas besoin des diagnostics. On a juste besoin d'évaluer ces trois choses-là. Fait que ça correspond à quelque chose dans le milieu de travail. Ouais. Fait que soyons alertes à ça, puis intervenons à ce moment-là. Puis dans le fond, c'est de voir pas notre part de responsabilité, mais comment nous, on peut venir pas améliorer le sort, mais faire en sorte que... Parfait. Là, il y a deux... C'est intéressant parce que je vois qu'il y a comme délicat, mais c'est parce que je trouve ça tellement... OK. Comme la santé physique, des fois. Ouais, c'est ça. On vient encore. C'est ça que j'aime de comment tu parles. Ouais. Il y a pour moi, en fait, deux éléments dans ça. C'est que ça se peut que la détresse soit occasionnée par le milieu de travail ou pas. Ouais, c'est ça. Donc, ça se peut que la blessure physique soit occasionnée par le milieu ou pas. Ouais. Donc, dans la même mécanique, ce que ça fait, c'est que quand on va l'aborder, on va juste nommer ce qu'on observe. J'essaierai pas de présumer ça vient de où. Ouais. Une fois que je vais avoir nommé ce que j'observe, je vais dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. Et là, je vais vite voir la tournure de la situation en fonction du fait que la personne me parle ou pas. Et c'est que si la personne me parle et elle me dit ben non, écoute, vraiment, ça va pas bien, puis je voulais pas t'en parler parce que je voulais pas t'achaler avec ça, supposons, mais je vis des difficultés à la maison, tu sais, je vais écouter, je poserai pas nécessairement des questions pour explorer ça avec la personne parce que c'est pas nécessairement ma position de le faire, mais je vais certainement écouter, par exemple. Une fois que je vais avoir écouté, je vais dire, OK, as-tu des ressources? As-tu du soutien? As-tu des gens T'as-tu vu des beaux cas comme ça ou t'as vu un... Ouais? Ben oui, certainement. Puis là,
l'affaire, c'est que quand on parle de détresse comme ça, tu sais, ce qu'on voit des fois, c'est des situations qui peuvent passer de je dors plus ces temps-ci, à je suis en instance de divorce, à ça va pas bien avec mon adolescent, en passant par j'ai des idées noires, tu sais. Puis là, il n'y a plus rien qui va, puis j'ai pensé à m'enlever la vie, tu sais. Fait qu'on voit toute la panoplie des affaires possibles et imaginables. Puis là, dépendamment de ce que c'est après ça, comme gestionnaire, supposons, si je nous place dans une position de gestion, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste donner les ressources à la personne en fonction de ce qu'elle nous présente. Tu me disais un cas spécifique, là, sans rentrer dans les détails, quelqu'un rentre à un moment donné dans une rencontre, je le vois que la personne ne file pas, ça fait 6 mois que je l'accompagne en coaching, que je l'accompagne dans son développement de gestion, puis à un moment donné, la personne en arrivant regarde la terre, tout le non-verbal me dit que ça va pas, beaucoup plus amorphe que d'habitude. Je regarde la personne, je dis écoute, je le vois que ça va pas, là, qu'est-ce qui se passe? Il dit t'as raison, il n'y a plus rien qui marche. J'ai passé la fin de semaine à me chicaner avec ma conjointe. Mon fils est rentré en prison fédérale la semaine passée. Ouch. Il dit, là, je sais plus quoi faire. Oui, parce que là, la personne rentre travailler. Mais elle est au travail, là. Elle est au travail, là. OK? Fait que là, c'est sûr que, tu sais, mon premier réflexe, c'est de dire, OK, prends le temps de t'asseoir. Tu sais, là, on va regarder les différentes affaires ensemble, mais la première étape, t'en as-tu parlé à ton patron? T'en as-tu parlé à ton gestionnaire? Non, il ne sait pas. Ça va être important que tu en glisses un mot. Parce que si jamais tu as besoin de lousse, je parlais d'espace tantôt, hey, tu as besoin d'aller prendre un rendez-vous en plein milieu de la semaine, puis tu as besoin de t'absenter parce qu'il y a une situation qu'il va falloir que tu aies gérée. Il faut que tu sois capable de l'avoir, ce lousse-là. Fait qu'il va falloir que tu y en parles un minimum, sans nécessairement donner tous les détails, mais il va falloir que tu sois au courant. Là. Après ça, ben là, le deuxième réflexe, c'est moi, je ne suis pas dans une position où je vais faire de l'accompagnement, de la thérapie avec la personne. Non, mais je vais dire à la personne, parce que ça donne que je le sais, tu le savais-tu, que ça existe des ressources, pour exemple, les familles des personnes incarcérées au Québec? Parce qu'on sait que c'est difficile. Savais-tu qu'il y en a des ressources, des organismes qui s'occupent des familles des personnes incarcérées? Il dit non, je ne le savais pas. J'ai dit, donne-moi un instant. J'ai pris mon téléphone, j'ai trouvé le nom de l'organisme, j'ai appelé. J'ai mis sur main libre. Puis nous, comme y a-t-il une place où on voit toute cette liste de ressources-là qui existe? Y a-t-il une place, nous, comme un truc comme... c'est ça. En fait, c'est un des enjeux. C'est-à-dire qu'il y en a... Il y a vraiment une panoplie de ressources qui viennent compenser d'une certaine façon. Des fois, j'ai le goût de dire, des fois, le manque de ressources du système de santé, parce qu'il y a aussi cette réalité-là. Là, dans le fond, c'est que le système de santé, à l'heure actuelle, la santé mentale, c'est un peu l'enfant pauvre du système. Ouais. Alors qu'on sait très bien que le système est un peu en crise. Maintenant, je mets ça de côté. Il y a vraiment une panoplie de ressources qui se sont articulées quand même autour en termes d'organismes. Tous ces organismes-là ne sont pas nécessairement répertoriés, mais si vous allez voir, il y a quand même des listes à des places. Entre autres, le gouvernement du Québec, je pense qu'il en a fait une. Il faudrait aller voir. Là. Wow. Je pense que 811 peut vous aider. Peut-être ChatGPT aussi à cette heure. Là, c'est possible de demander à des AI de faire des recherches pour les trouver, mais si vous faites une bonne vieille recherche sur Internet dans un navigateur, vous allez en trouver toute une panoplie. Si vous dites, voici la problématique, c'est quoi les organismes dans mon coin, normalement, sont quand même assez bien identifiés. Là. Fait que c'est possible, même s'il n'y a pas de répertoire à proprement parler. Puis je vous dis ça, puis j'en ai déjà trouvé des répertoires, même si à certains moments, il n'était peut-être pas complet. Okay. Mais il y en a quand même. Après ça, il y a des lignes qui existent aussi qui sont plus générales, comme au Canada, exemple, supposons, dernièrement, ils ont élaboré une ligne pour la prévention du suicide, qui est le 988, qui n'a pas été publicisé beaucoup au Québec, mais que le gouvernement fédéral, dans le fond, a mis mur à mur au Canada, partout. Fait que quelqu'un en prévention du suicide appelle au 988, puis ben il va avoir une réponse comme si c'était appelé au 911, mais c'est juste de la prévention de situations de crise. Fait que comme quelqu'un qui va vraiment pas bien appelle là, ou un parent qui s'inquiète pour son enfant ou un voisin. C'est ça, exact. Et le gouvernement fédéral, ce qu'il a fait, c'est qu'il a relayé, dans le fond, la ligne à des organismes, dans le fond, de prévention du suicide puis de soutien. Donc au Québec, je pense que je suis pas sûr si c'est pas relayé, dans le fond, dans les organismes qui s'occupent de la prévention du suicide au Québec, là. Ah, c'est bien cool. Mais c'est direct, ça devient un raccourci plutôt que de faire le numéro complet. Là, je me rappelle dans les ateliers, c'est-tu toi qui disais ça, de ne pas avoir peur de poser la question, t'as-tu pensé t'as-tu pensé... À t'enlever la vie, t'as-tu pensé au suicide? Mais ça, c'est parce que c'est comme la question qui tue. La question qui tue. Un peu. Mais, tu sais, c'est comme... c'est une question qu'on n'ose pas demander à personne, là. Bon, ça fait peur. Oui, c'est ça. En fait, mon expérience m'amène à deux places. La première, on sait que de poser la question, ça n'augmentera jamais les chances que la personne le fasse.
Okay. On commence par ça. Ouais, c'est-à-dire qu'à la base, c'est si la personne n'y pensait pas, c'est pas parce que tu lui poses la question qu'elle va y penser plus. OK. Très rassurant. Si on avait ce mythe-là, il faut sortir ça de l'histoire. Ça, c'est pas vrai. C'est pas comme si on allait y donner l'idée. Non, c'est comme ça, si c'était une suggestion qui allait se rendre dans le cerveau. Là. Exact. Après ça, le deuxième malaise qu'on a, c'est s'il me répond oui, je vais être pogné avec. Ça, c'est le deuxième malaise qu'on a. Alors qu'en réalité, la personne, si on lui pose la question, ça ne veut pas dire qu'elle a l'idée de le faire parce qu'elle y a pensé, parce qu'entre y avoir pensé et commencer à avoir articulé l'idée, il y a un écart entre les deux. Ouais. Si la personne y a pensé, a articulé l'idée, ça lui fait du bien juste d'en parler, de le ventiler, ça fait juste dénoter un niveau de détresse plus élevé. Okay. Si la personne a commencé à articuler l'idée, c'est une bonne idée de le savoir, comme ça on est capable de l'orienter. Dans tous les cas, tout le temps, je vais dire aux gens, si la personne vous dit oui, je ne vous demande pas d'évaluer le risque, il ne faut surtout pas que vous essayiez d'évaluer le risque si vous n'êtes pas outillé pour le faire. Faites juste dire, écoute, ce que tu viens de me dire, c'est important, je vais le partager à quelqu'un. À qui tu veux qu'on en parle? Si la personne dit non, je veux pas que tu en parles. Je comprends, mais moi, je veux pas rester seul avec cette information-là parce que si ça arrive, je vais m'en vouloir. Ouais. C'est juste ça la réponse. Fait que ça sensibilise la personne en détresse. Oui. Je veux pas que tu restes seul avec ça, puis moi non plus, je veux pas rester seul avec ça. Parce que là, tu me fais confiance. C'est gros, Puis on va transférer, on va garder la confiance, même si on va ultimement, dans le fond, puis là, un peu sur les lignes de ce qu'on considère des fois comme la confidentialité, c'est-à-dire je vais partager l'information, mais par souci de confiance, on va le faire ensemble. Parce que la pire chose qui pourrait arriver, c'est si quelqu'un vous dit oui, vous ne savez pas quoi faire, vous gardez le secret, le lendemain, vous apprenez que c'est arrivé. Oh mon Dieu. Là, la culpabilité est dure à gérer. Oh mon Dieu, oui. Puis ça, c'est le genre de choses que j'ai déjà vues. Maintenant, une fois que je sors de là, l'idée, en fait, c'est assez simple. C'est quand quelqu'un vous dit oui, faites quelque chose avec. Je préfère que quelqu'un vous en veuille que vous ayez partagé l'information que d'avoir à dealer avec la culpabilité de c'est arrivé et vous ne l'avez pas dit. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qui doit rester jusqu'à la fin. Puis les gens finissent par se replacer de ça. Les gens finissent par se remettre. C'est-à-dire que sur le coup, oui, effectivement, c'est un peu difficile. Mais dans tous les cas, je préfère le savoir. Mais je comprends que c'est demandant. Puis au niveau psychologique, là, je vais dire par expérience, quand on pose la question, quelqu'un nous dit oui, sur le coup, on peut tomber un peu mécanique, un peu froid ou des fois se déstabiliser. Puis tu sais, mais à la fin, faites juste dire à la personne, OK, mais c'est important ce que tu viens de me dire, on va aller chercher de l'aide ensemble, je vais partager l'information, je veux pas que tu restes seul. Puis on partage à qui l'information normalement? Là, dans tous les cas. Oui. La police? OK. Ben là, dépendamment du contexte. Si vous êtes dans un environnement de travail, vous êtes un gestionnaire, je vais vous dire, là, téléphonez aux ressources que vous avez à l'interne. Si vous ne savez pas, vous avez le droit d'appeler au 911. Il n'y a pas d'enjeu. Puis dites à la personne, au bout du fil, c'est une centrale d'appel. C'est pas directement la police. Dites à la personne, écoute, je m'appelle Jacques, je suis avec un ami, il vient de me dire qu'il pense à s'enlever la vie. J'ai besoin d'aide. Peux-tu m'aider? La personne, elle va vous aider. Vous pourriez, je pense, faire la même chose avec le 811. Vous pourriez faire la même chose avec le 988. Mais dans tous les cas, l'important, c'est de partager l'information pour qu'il y ait une évaluation qui soit faite par quelqu'un de compétent. C'est drôle, tu as parlé du 988, puis j'ai même pas pensé de tout de suite, j'ai dit, on appelle la police. Oui, c'est ça. Mais sauf qu'en même temps, c'est que la ligne d'urgence que vous allez utiliser, pour moi, est moins importante. Oui. Que le fait de... Que juste de penser à faire un téléphone ou à aller chercher une ressource. Vous pourriez appeler, justement, un 866 appel, par exemple. Peu importe, là. Pour moi, c'est moins important de savoir où plutôt que de juste faites quelque chose avec. Oui, j'adore. T'sais. Puis aussi, il y avait, dans les comportements changeants, des fois, ça peut être aussi une clé, comme quelqu'un qui, du jour au lendemain, qui était vraiment dépressif, qui devient subitement très, très, très heureux. Ouais. Je veux faire attention. Ouais. Oui, on observe ça. Puis souvent, on s'en rend compte trop tard ou a posteriori. Ouais. Parce que là, on dit, mais c'est bizarre, il allait pas bien. Puis là, tout à coup, il me semble que c'était sa meilleure semaine depuis longtemps. Ouais. La personne avait peut-être pris la décision, avait fait la paix avec. Il peut s'être passé toutes sortes de choses. Puis des fois, ça peut faire en sorte qu'on ne le voit pas. Je veux pas qu'on se culpabilise avec le fait de ne pas voir les changements. Parce que ça aussi, c'est un piège. Là, je reviens à quelque chose, puis je sais que c'est un peu difficile, en fait. Là. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable de la vie des autres, on est responsable de comment on les traite pendant qu'on est avec eux autres. Oh, dis-le encore. Non, mais c'est vrai, c'est tellement important. On n'est pas responsable de la vie des autres, on est responsable de comment on les traite pendant qu'on est avec eux. Ça, j'adore ça. Fait que moi, je pense que, puis après ça, il ne faut pas s'en vouloir d'avoir manqué une information. Là, je comprends que là, on parle d'une situation où il s'est passé quelque chose
qui a mené à une fin. Maintenant, si je sors de là, le nombre de fois où j'ai pas une information parce que la personne ne me le dit pas puis je m'en rends pas compte, si je m'en voulais à toutes les fois que j'ai manqué d'une information, il y a quelque chose qui ne me fonctionnerait pas. Là. Non, c'est clair. Une fois qu'on a dit ça, après ça, l'important, je dis c'est important de bien traiter le monde, mais si on se rend compte de quelque chose, nommez-le, dites-le. Je le vois que ça va pas. Il se passe quelque chose. Tu veux-tu m'en parler? Non. C'est correct. Si jamais il y a quelque chose, je suis là, je m'en rends compte. Juste de nommer le fait qu'on voit un changement, qu'on a observé une différence. Puis souvent, en fait, là, ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi, là, quand on... Puis là, je pense à ma formatrice aussi, à moi, en premier soin en santé mentale, qui disait, des fois, juste le fait de n'avoir parlé, finalement, ça fait qu'est-ce que ça a censé faire, parce que ça crée une connexion qui aide la personne à moins se sentir seule. Parce que des fois, quand on se sent pris, c'est là qu'on arrive à avoir des pensées qui sont plus les bonnes parce qu'on n'a pas de solution. Mais juste le fait d'en parler, des fois, ça ouvre des portes à des solutions, puis ça fait en sorte qu'après ça, la personne arrête d'y penser, passe à d'autres choses ou va vers une autre direction. Puis ça veut même pas dire que, dans le fond, ultimement, on a fait quelque chose avec la situation. C'est juste le fait d'avoir aidé la personne à débloquer alors qu'elle se sentait toute seule, puis elle n'osait pas nous déranger. Parce que ça, c'est l'autre chose. Si quelqu'un qui va pas bien, il ne veut pas nous déranger. Oui, puis j'imagine aussi que le sentiment d'être pris seul avec quelque chose a beaucoup plus d'ampleur que de savoir que tu as nommé ou qu'il y a quelqu'un qui est au courant. Exact. Je veux dire, à partir du moment où quelqu'un nous en parle, puis quelqu'un accepte d'avoir cette discussion-là avec nous, bien, par défaut, c'est plus facile. Fait que là, moi, juste d'avoir cette ouverture-là. Puis des fois, on n'a pas besoin de rien faire à part le nommer. À part quoi? À part le nommer. Je vous partage 2 choses, en fait, là. Je vous invite à aller voir l'initiative êtrela.org. Ah, OK. C'est quoi ça? C'est une initiative qui a été bâtie dans le Canada anglais par un organisme à but non lucratif qui donne 4 étapes, essentiellement, pour aborder un ami quand on voit qu'il ne file pas. Puis ça a été bâti à l'origine pour des adolescents dans des écoles, mais ultimement, ça fonctionne pour n'importe quel humain qui travaille avec un autre humain ou qui est avec un autre humain, que c'est son ami, puis qui veut juste dire « Je le vois que tu vas pas bien. » Puis ça explique exactement quoi faire. Fait que vous pourriez faire ça. Maintenant, quand on regarde ces étapes-là, c'est bien cool. Ce qu'on voit, c'est super simple. C'est note qu'est-ce que tu vois. C'était pas comme ça avant. T'es important pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Puis respecte qu'est-ce que la personne te dit. Puis respecte ton rôle. T'es son ami. T'es pas son thérapeute. Là, ce que ça fait, c'est que là, on est capable de venir l'encadrer. Puis des fois, ce que ça va faire, c'est que ça va nous amener dans des positions un peu particulières. J'ai déjà fait ça avec un de mes gestionnaires. J'ai déjà annoncé à un de mes gestionnaires qu'elle allait pas bien. Non, arrête. Ouais. Comme explique? Ben, je suis rentré dans son bureau, j'ai fermé la porte. Parce que lui, il savait pas du tout qu'il allait pas bien? Ben, je pense qu'il savait. C'est juste que quand on va pas bien, on s'en rend pas compte que ça paraît. Ou des fois, on s'en rend pas compte, point. Fait que là, tu sais, je suis juste rentré dans son bureau, j'ai fermé la porte, je dis écoute, j'ai besoin de discuter avec toi, mais ce que je vais te dire, je vais te le dire juste une fois, puis c'est aujourd'hui. Je t'en reparlerai jamais. Mais je veux aussi te dire que la seule raison pour laquelle je t'en parle, c'est parce que tu me tiens à cœur. Puis tantôt, quand je vais ressortir, je vais faire comme si je te l'avais jamais dit. Par respect pour le contexte et la position. J'ai commencé comme ça. This is sweet. Wow. Fait que là, il a comme reculé dans sa chaise. Ouais. Là, je l'ai regardé, je dis écoute, ça fait 3 ans qu'on se connaît, là. Je dis dans les 2 derniers mois, voici ce que j'observe. Puis là, j'ai nommé qu'est-ce que j'observais. J'ai dit tu m'inquiètes, t'étais pas dans cet état-là avant. Il n'y a rien que je peux faire à part te le dire. J'aimerais ça que tu ailles chercher de l'aide. Je te remercie de m'avoir écouté, j'ai pas besoin que tu me répondes. Wow, il a dû capoter! C'est donc bien beau! Fait que là, évidemment, il est resté un peu sous le choc sur le coup. Puis là, j'ai dit, je te rappelle avant de sortir que je t'en reparlerai jamais. Mais je voulais te le dire parce que c'est important pour moi, parce que tu me tiens à cœur. Y a-tu cassé? Y a-tu dit non, pars pas? Non, c'est resté comme ça. Puis je suis sorti, je suis pas resté dans le contexte. C'était quand même mon gestionnaire, là. Je voulais pas faire exprès pour le mettre dans une position qui était pas la bonne non plus. Wow. Je suis ressorti, puis 9 mois plus tard, il m'a accroché pour me dire merci. Mais tu sais, puis il m'a rendu l'appareil, là. Il m'a juste dit, écoute, je voulais juste te dire merci par rapport à ce que tu m'as dit il y a 9 mois, je savais pas que ça paraissait. Je te remercie, bonne journée. C'est donc bien beau. Fait que c'est pour ça, tu sais, des affaires comme ça, mais il faut avoir le courage de le faire, mais c'est pas obligé d'être compliqué. Non. Non, puis même la simplicité avec laquelle, tu sais, c'est désarmant. Tu sais, en tout cas, moi, je me mets dans la position de cette personne-là. C'est simple. C'est beau, c'est touchant, puis ça fait un beau miroir sur... Tu sais, moi, t'aurais fermé la porte, c'est sûr, j'aurais fait... Tu sais, c'est vraiment... Ça vient crever un abcès, fait. Oui,
Mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, puis l'autre affaire, c'est que, d'un, je te disais, des fois, on ne sait pas que les gens s'en rendent compte, puis des fois, nous-mêmes, on s'en rend pas compte. Si j'ai mal à une jambe, c'est mon cerveau qui analyse la douleur. C'est mon cerveau qui dit « t'as mal à la jambe ». Si j'ai mal au cerveau, c'est lui qui analyse la douleur. L'outil de mesure, c'est lui qui est brisé. Ça là, c'est un concept qui me fait vraiment triper. Fait que là, ça, là... c'est-tu normal que ça marche pas? Ben oui, c'est normal. Ouais. J'essaie de mesurer quelque chose avec une règle qui est brisée. Ouais, ça, d'aller chercher des solutions, tu sais, tu demandes à ton cerveau de trouver des solutions alors que tu vas pas bien, c'est sûr que ce qui va sortir de là ne sera pas des bonnes solutions. Fait que ça se peut-tu que quand quelqu'un dit « Écoute, je le vois que tu vas pas bien », ben non, c'est pas si pire, là. Pourquoi tu dis ça? Je dis « Non, je vais bien. Je me vois pas. C'est normal, ce qui me sert à mesurer que je vais mal, c'est ça qui va pas bien. » Ça, j'adore ça. Fait que c'est super simple, en fait. Là. Mais on a la chance que les jeunes qui nous aiment nous le disent. Mais le premier réflexe, c'est qu'on le prend pas toujours. Ouais, t'as-tu déjà eu des retours? Ben, je dis régulièrement. Quand on dit, des fois, on dit quelque chose à quelqu'un, puis même moi, là, tu sais, la personne avec qui je suis en couple, là, me dit « Écoute, Jacques, tu vas pas bien. » Je dis « Ben là, pourquoi tu dis ça? » Le premier réflexe, c'est pas de dire oui. Tu sais, non, c'est ben là, c'est pas si pire, fais-toi-en pas, là, tu sais. Le premier réflexe, c'est celle-là. C'est pas de dire oui, t'as raison, je vais pas bien, là. C'est de dire tu sais. Ouais. Pourquoi? Parce que Ben, tu vois, là, c'est sûr que la façon d'aborder, c'est tout de suite « Hey, tu vas pas bien », alors que celle que t'as faite d'entrer doucement, de te dire, tu sais, c'est deux approches complètement différentes qui ont clairement pas le même impact. Oui, je le sais. Puis c'est clair que, tu sais, quand on enseigne aux gens à aborder des gens, on leur dit pas « Hey, écoute, tu vas pas bien ». Là, je suis dans une position où on est en relation, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Il y a tout un contexte autour. Puis, tu sais, pour vrai, les gens qu'on aime, des fois, on sait pas trop comment le dire. Fait qu'on leur dit juste parce qu'on les aime, mais des fois pas de la bonne façon. Peu importe qu'est-ce qu'on a à dire. Maintenant, puis des fois, on est tough love aussi. Ben oui, clairement. Mais après ça, dans le fond, c'est que l'idée, puis c'est pour ça que je dis, les étapes sont pas super compliquées. C'est nommer l'écart, nommer ce que vous observez. C'est quoi l'écart? T'étais pas comme ça avant. J'observe telle affaire. Je t'en parle parce que c'est important pour moi. Tu sais, je t'en parle parce que je t'aime. Je t'en parle parce que t'es un bon collègue. Tu sais, peu importe c'est quoi, mais faites juste dire la raison pour laquelle vous le dites, c'est quoi? C'est important pour moi de te le dire. Je m'en rends compte. Faites juste être sincère. Tu sais, inventez pas une affaire, là. Soyez sincère, mais après ça, dire. C'est vrai que la sincérité est un atout majeur dans la mesure où quelqu'un débarque un peu avec j'ai un employé qui va pas bien, je vais aller le voir. Ben non, mais c'est ça doit arriver, là. Ben oui, mais en même temps, tu sais, un employé qui va pas bien. Je vous ai dit tantôt, on gère l'environnement comme gestionnaire. C'est la perception que j'ai, c'est celle-là. Là, maintenant, je sors de là. On va aussi gérer des fois des comportements, mais pourquoi? Parce que ça a un impact sur l'environnement. Tu sais, là, je reviens un peu à mon affaire. Ultimement, si ça n'a pas d'impact sur l'environnement, le comportement de quelqu'un, c'est son caractère, laissez-le faire. Si ça a de l'impact sur l'environnement, vous n'aurez pas le choix de se gérer. À la fin, c'est sûr qu'on gère le comportement, mais pourquoi? Parce qu'on gère l'environnement. Vous êtes responsable de l'environnement, vous êtes responsable de l'espace de travail. Ça, c'est comme gestionnaire. Mais tu sais, comme gestionnaire, quand je vois un employé qui va pas bien, c'est comme si je vois un employé qui bouette. C'est pas plus compliqué. Faut pas que ce soit plus compliqué. Je vois telle affaire. C'était pas comme ça la semaine passée. Ça va-tu? La personne me dit « Oh oui, ça va, il n'y a rien. Tu sais, t'inquiète pas. C'est correct. » Je dis « Ben écoute, je t'en parle juste parce que je vois la différence. Fait que si jamais il y a quelque chose, tu sais, dis-moi-les. » Non, c'est beau, c'est correct. Fait que là, je comprends que s'il y a rien, ça s'il y a quelque chose aussi, je peux faire quelque chose, dis-moi. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, je dis, mais je vais-tu rester vigilant? Mais comme quelqu'un qui boite, qui me dit qu'il est capable de faire sa job, je vais rester vigilant juste d'un coup que... Je fais pas exprès, là. Tu sais. Fait que pourquoi? Parce que je suis responsable qu'il ne se blesse pas dans l'environnement plus. Fait que ça va être la même affaire. Fait que si je suis pas sûr, je vais rôder autour un peu, mais pas trop. Je veux pas être invasif, mais en même temps, je vais être vigilant, tu sais. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est important comment les gens vont, tu sais. Puis là, c'est vrai encore les notions de... Tu sais, à l'automne, il y a plus de... Ouais. Puis c'est vraiment le changement d'heure, le moins de lumière. C'est un mélange. On sait-tu? Oui. C'est un mélange. C'est curieux parce que lundi, justement, je postais quelque chose de cette sorte-là. J'ai adoré ça. J'ai liké ton post, d'ailleurs. C'était d'une simplicité, là, tu sais. En fait, à l'automne, on fait face à une série d'adaptations, dans le fond, là. Puis on sait en arrière, là, tu sais, une des adaptations significatives, c'est celle du rythme circadien
Le changement d'heure? Non, pas nécessairement le changement d'heure, la baisse de luminosité avec le froid qui arrive, mais beaucoup la baisse de luminosité, le changement des horaires, là, si tu veux, avec le soleil, fait en sorte que normalement notre cycle d'éveil-sommeil est régulé par le noyau suprachiasmique dans le cerveau, qui lui... Écoutez ça, redis ce beau mot-là, là. C'est sûr qu'on vient d'en perdre une couple. C'est le noyau suprachiasmique. C'est là où les nerfs optiques se croisent dans le cerveau. Ouais. Il y a un noyau qui est là, puis c'est lui qui régule, en fait, l'activité d'éveil-sommeil par les hormones. Puis normalement, il fonctionne avec la luminosité. Fait que c'est la raison pour laquelle on dit c'est pas nécessairement bon d'écouter, dans le fond, quelque chose de lumineux le soir juste avant de se coucher. C'est parce qu'on envoie, dans le fond, des signaux de dérèglement du cycle. La lumière bleue, là. C'est ça, exact. T'as-tu des trucs, toi, pour passer à travers les changements comme ça de saison? Mon Dieu, juste focusser sur vos bonnes habitudes puis vous assurer que le sommeil est bon. L'alimentation. Les lumières, ça marche-tu, ça, les lumières? Oui, toutes ces affaires-là peuvent marcher, mais après ça, à différents degrés, dépendamment, évidemment, de votre milieu de travail, de votre environnement, de votre système, de l'âge qu'on a. Il y a un paquet de variables. Les hormones. Oui, il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Mais je dirais que la chose qui vient le plus influencer, en fait, ça, c'est vraiment une bonne qualité de sommeil. Fait que si on a une bonne qualité de sommeil, puis essentiellement, on est capable de trouver des études là, comme Oxford en Angleterre, je pense en 2014, ça prend 7h37 minutes de sommeil par nuit, en moyenne sur 2000 personnes pendant 1 an pour jamais être malade. Fait que c'est des moyennes, là. Ouais. Ça dit pas de quoi c'est composé, mais ce que ça dit, c'est que quand on dit au niveau médical, ça prend entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit, c'est assez réaliste. Oui. 7h37. Ouais, c'est une moyenne. C'est une moyenne, mais tu sais, à la fin, dans le fond, c'est entre 7 et 8. Moi, par expérience, je sais très bien que si je dors 7h45 par nuit, je suis pas mal correct. 8, je finis par me réveiller un peu plus tôt, naturellement. 7, je finis par manquer de sommeil. Ouais. Mais ça, c'est mon expérience à moi. Maintenant, je sais que tout le monde n'est pas fait pareil. Là, il peut y avoir des variables. Mais moi, je le réalise. Quand je dors trop, je suis insupportable. Ouais. Tu sais, ça scrape tout. Mais c'est les cycles. C'est quand on comprend ça, en fait, il y a les deux hormones, là, évidemment, de la mélatonine la nuit, la sérotonine de jour qui vient réguler tout ça, l'éveil, qui se trouve être des systèmes d'activation. Puis c'est vraiment géré par le cerveau avec la luminosité. Puis c'est l'affaire à laquelle, je devrais dire, c'est la plus grande demande d'adaptation du corps à l'automne. Ouais, c'est celle-là. Après ça, bien évidemment, l'adaptation au froid, le retour à l'école, le rythme qui recommence. Il y a plein d'affaires, ce qui fait en sorte que, ultimement, ce qu'on considère comme étant la dépression saisonnière, essentiellement, c'est de la fatigue d'adaptation cumulée ou de la fatigue d'adaptation. Make sense. Ça a de l'allure. Ouais. Okay. Puis je me demandais, toi, tu penses-tu que des semaines de 4 jours, ça pourrait aider la santé mentale en général? Tu sais, au lieu d'avoir des semaines de 5, là. Ce serait une belle utopie. Je pense que ce serait pas mauvais. Mais j'ai déjà croisé quelqu'un qui travaillait 100 heures par semaine. Après 2 ans, puis je croise la personne, je dis tu travailles beaucoup? La personne me regarde et dit je t'arrête tout de suite, es-tu en train de me demander de faire moins d'heures par semaine, ce que j'aime vraiment dans la vie? L'enjeu, c'est pas de travailler 4 jours, 5 jours ou de travailler beaucoup ou pas beaucoup. L'enjeu, c'est d'aimer qu'est-ce qu'on fait. Écoutez ça, tout le monde. Encore, retiens encore. On va répéter les phrases 2 fois. Non, c'est ça. Mais l'enjeu, c'est vraiment d'aimer qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Si je travaille 5 jours par semaine puis j'aime pas qu'est-ce que je fais, c'est trop. Mais si je travaille 4 jours puis j'aime pas qu'est-ce que je fais, c'est encore trop. C'est ça l'affaire. C'est ça, 10 heures de trop de quelque chose qu'on n'aime pas, ça pourrait être... Oui. Mais aimer qu'est-ce qu'on fait, puis j'ai tendance à penser, il y a 2 variables, parce qu'il y a aussi, faut pas se leurrer, là. C'est pas vrai que tout le monde qui travaille aime qu'est-ce qu'il fait. Il y a des gens qui ont choisi un job parce que c'est ça qu'il y avait, puis je comprends les nécessités de la vie. Mais il y a 2 façons d'aborder ça. C'est soit que tu fais qu'est-ce que t'aimes ou t'aimes qu'est-ce que tu fais. C'est pas la même affaire. Ou t'aimes ce que ça t'apporte. Ou tu respectes la sécurité financière, puis tu le sais que c'est ça qui est bon. Là. Puis tu peux y mettre du tien pour finir par aimer ce que tu fais, même si d'emblée, t'aimes pas ça. C'est-à-dire que tu peux t'investir dans ce que tu fais quand même pour y trouver ton compte d'une certaine façon. C'est une autre façon de le voir. It's a good way to see it. I love it. Hey, je regarde, on est dans les temps. C'est extraordinaire. Mais j'avais une autre question. Vas-y, attends, je vais quand même me regarder. Là. Je veux juste être sûre que je t'ai posé mes questions importantes. Je pense que j'ai pas mal tout demandé ce que je voulais. Ah, ben tiens, une dernière question. Si tu pouvais changer une chose dans toutes les entreprises demain matin, ce serait quoi?
une chose dans toutes les entreprises. Oui, il y a quelque chose que tu vois qui n'est pas globalisé là, ou qui n'est pas... C'est la tendance depuis les années 90 à l'augmentation de la pression avec, je devrais dire, la performance organisationnelle mesurée ou mesurable qui fait en sorte que à plein de moments, on perd un peu l'humanité. Tu veux dire de trop se baser sur des chiffres puis d'améliorer les benchmarks? Puis de... Ben oui, mais je comprends la nécessité d'en avoir. Ceci étant dit, là, c'est juste qu'il y a quelque chose dans ça où le système dans lequel on est, c'est un système qui éventuellement risque, si ça continue, d'arriver pas nécessairement à une forme de breaking point ou un moment où il n'y a plus rien qui va marcher, mais qui va nécessiter des changements significatifs parce que c'est pas vrai qu'à toujours vouloir... Puis là, je l'entends beaucoup, mais faire plus avec moins. Puis là, évidemment, on est en gestion, fait que des fois, on dit faire plus, faire mieux avec autant. Je sais pas c'est quoi la différence des fois. Sauf qu'en même temps, je comprends, dans le fond, que des fois, on a laissé des systèmes s'encrasser, qui fait qu'on est obligé de faire ça. Mais c'est comme si c'était une espèce de tiraillement qui fait en sorte que c'est comme si on est toujours en train de devenir de plus en plus essoufflé. Puis quand on regarde statistiquement, les semaines de travail moyennes au Canada dans les 60 dernières années, on n'a fait qu'augmenter, en fait. Fait que ce serait quoi la solution? Ben, je sais pas c'est quoi la solution, mais si tu me demandes qu'est-ce que je pourrais changer, qu'est-ce que j'aimerais qu'il change, c'est sans nécessairement dire que demain matin, il faut que tout le monde se mette à travailler justement 4 jours par semaine. Qu'il y ait une espèce de conscientisation à la limite humaine de la performance. C'est-à-dire que l'humain, la performance et l'humain, c'est pas une performance mécanique. Puis pour atteindre une forme de performance humaine, ça prend des fois beaucoup de considération. Puis c'est pas, on n'est pas des machines là. Fait que ultimement, il y a toutes sortes d'autres variables qui rentrent en ligne de compte. Puis j'aime beaucoup les réflexions croisées. Puis certaines qui viennent même de l'économie. Je pense à John Key qui parlait d'obliquity, qui est la meilleure façon d'obtenir quelque chose, des fois, c'est de prendre la diagonale. C'est pas de prendre le chemin direct. Fait que, tu sais, puis si je prends cet exemple-là, il disait faire de l'argent, ça devrait pas être un objectif, ça devrait être une conséquence dans une entreprise. Mais une conséquence de quoi? De bien faire ce qu'on est censé de faire. Mais on vise l'argent comme objectif. Puis on dirait que c'est ça qui vient. C'est ça la mesure. Ouais. Mais en réalité, ça ne dit pas qu'est-ce qu'il faut faire, alors que l'objectif devrait être ce qu'il faut faire, puis l'argent devient la conséquence de bien faire ce qu'il faut faire. Ah, ça, j'aime ça. Fait que là, on est dans la performance, mais tu sais, c'est quelque part, quand on réfléchit à de la performance, puis on le voit aussi dans le développement, supposons, des athlètes au niveau olympique, si on vise juste la performance, on passe à côté de ce que ça prend pour y arriver. En fait, c'est plus de faire de l'amélioration plutôt que de la performance de retombée. Ben oui. Puis là, tu sais, c'est pour ça, tu sais, là, je pense que ça, c'est il y a certains courants mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'organisations qui sont très, très juste focus performance, mais pas nécessairement de la bonne manière. Oui, c'est comme un artiste qui peaufine son art, là, dans le fond, de peaufiner qu'est-ce qu'on fait, puis d'essayer de rendre encore meilleur notre service si on est entre une entreprise de service et non pas devoir à faire grossir puis qu'il y ait des retombées pécuniaires puis de faire grossir la patente. Parce que anyway, ça va venir avec. Ben oui, puis réussir à court terme, ça se peut, mais c'est que des fois, les gestes que tu poses pour réussir à court terme, c'est pas des gestes qui sont utiles à long terme. Fait que là, ce que ça fait, c'est quand on a des focus comme ça, des fois, ce que ça fait, c'est qu'on brûle des gens. Tu sais. Ah, j'aime ça. Une chance, j'ai posé ma dernière question. Je suis vraiment contente de ma dernière question. Ouais. Ouais, parce que c'est ça, on l'a pas dit, mais tu réorganises aussi des ressources humaines, des ressources des entreprises. Ben oui, c'est ça. Essentiellement, là, on aura compris. Là, je travaille en ressources humaines et en santé mentale en milieu de travail, mais c'est sûr que j'interviens dans toutes sortes de contextes, toutes sortes de situations, mais ça reste que l'humain, pour moi, est quand même une forme de priorité. C'est la plus belle de toutes les ressources. Ouais. Mais je comprends aussi que des fois, l'humain, a tendance à prendre sa propre responsabilité et à la mettre entre les mains d'un système, de quelqu'un d'autre, parce que c'est plus facile. Ouais. Alors que dans le fond, il faut aussi que les gens comprennent que ce qu'ils sont, comment ils vont, c'est leur responsabilité aussi. Hey, c'est-tu pas une belle conclusion, ça? C'est-tu pas merveilleux? Mais puis ça, c'est dans tout, hein? N'importe quel être humain que tu vas rencontrer.
rencontrer un être humain qui se responsabilise, c'est tellement cadeau, là. Ben oui. Ça fait tellement des relations plus saines. Puis après ça, si la personne a besoin d'aide, on va être là. Ça va nous faire plaisir, tu sais. Oui, parce qu'on les aime. Oui, et parce que ça nous tient à cœur. Exact. Oh, merci tellement, Jacques! Mais là, avant, on va faire un dernier petit jeu. Oui, Wow, pas wow. OK. T'es prête? Ouais. All right. Dormir dans une capsule suspendue à un flanc de montagne. Wow. Ouais. Ouais, j'ai hésité parce que j'ai un résiduel de vertige. Ah, bravo! Un frigo qui commande automatiquement ta bouffe quand il est vide. Pas wow. Des vêtements qui changent de couleur selon ton humeur. Pas wow. Des tortues peuvent respirer par leurs fesses pendant l'hibernation. Oui, je savais déjà. Ah, c'est juste un fait. C'est extraordinaire. Tu trouves ça wow? C'est original, ouais. T'aimerais-tu ça le faire? Non. Je barque pas. En Chine, certaines personnes paient pour des simulateurs de prison pour se détendre. Pas wow. Je sais pas. J'ai comme un doute, là. Et un dernier, se marier à soi-même. Ah, non. Hey, j'ai vu, là, il a une fille sur Internet, elle s'est mariée à elle-même et elle a divorcé. Elle s'est divorcée aussi après un an parce que c'était trop difficile de faire des concessions. Mais en fait, tu sais, je comprends, puis probablement c'est plus pour le show, là. Ben oui, on s'entend. Mais tu sais, à la fin, en fait, c'est intéressant parce que, tu sais, OK, je recommence. La majorité des gens ont peu ou pas de relation à eux-mêmes. Ouais. Depuis la pandémie, beaucoup de gens ont réalisé qu'ils ont paniqué seuls parce que finalement, quand on s'est ramassé isolé, ça n'a pas marché. Mm-hmm. Depuis la pandémie, il y a un peu plus de gens qui ont été capables de développer une relation à eux-mêmes, qui sont capables d'être bien seuls, d'être bien avec eux-mêmes. Mais c'est pas encore la majorité de la population. Puis d'être capable de développer une relation à soi-même, c'est et à la fois un art et un cadeau. L'idée, elle est bonne. La façon dont elle s'est présentée, je trouve ça questionnable. Mais... Fait que c'est wow et pas wow. Ben, c'est ça, une affaire comme ça. Ouais. Hey, Jacques, vraiment un grand merci de t'être présenté, d'être venu ici. Aujourd'hui. Merci pour le café. C'est cadeau. Ouais, un bon café. Ciao. Bye bye.